Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, dispose le principe 21 de la Déclaration finale des Nations Unies sur l'environnement de 1972. Ce principe fondamental en matière de protection de l'environnement, repris par l'article 2 de la Déclaration de Rio, met en évidence le lien existant entre l'environnement et l'exercice de la souveraineté étatique. En application de ce principe 21, l'État est libre de mettre en œuvre la politique environnementale souhaitée, la seule limite étant le devoir de ne pas causer de dommages à d'autres États ou à des régions relevant d'aucune juridiction. Ce principe ne consacre pas un devoir de protection de l'environnement. Dans les limites de son territoire, l'État peut mettre en œuvre des politiques peu protectrices de l'environnement dès lors qu'il ne cause aucun dommage aux autres États. Ce principe confère à l'État, dans une certaine mesure, un droit de détruire alors qu'il devrait avoir un devoir de protéger. Lier la protection de l'environnement à la souveraineté étatique n'est pas suffisant pour garantir une protection effective de l'environnement, d'autant plus que les défis environnementaux sont des défis globaux concernant la communauté internationale dans son ensemble. Face à cette situation de vide juridique international de responsabilité étatique provoquée par les activités environnementales licites, l'on observe aujourd'hui à travers le monde des dégradations de l'environnement dues à la pollution de l'air, à la désertification, le changement climatique, la disparition de l'écosystème, etc. Quel régime juridique nouveau applicable ? Tel est le contexte de cette étude. Michel Prieur écrivait: le droit de l'environnement repose sur de grands principes juridiques. Il résulte soit du droit international conventionnel ou coutumier, soit du droit national à travers les constitutions ou les lois cadres sur l'environnement. C'est pour ainsi dire que les sources du droit de l'environnement sont diverses. Depuis Stockholm 1972, l'Acte unique européen 1985, le traité de Maastricht et Rio 1992, on assiste à une extension de ce que Kant appelait le droit cosmopolitique. Il y a désormais des principes communs aux peuples de la planète, expression d'une solidarité mondiale due à la globalité des problèmes d'environnement. Cela conduit, selon le préambule de la Déclaration de Rio, à instaurer un partenariat mondial sur une base nouvelle, en reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance. Bien qu'il soit difficile d'identifier et de classer les principes généraux, certains d'entre eux expriment des vœux ou des objectifs, d'autres constituent de véritables normes juridiques. Les uns et les autres, une fois consacrés juridiquement soit dans des traités, soit dans des lois, sont susceptibles d'entraîner des effets juridiques en s'imposant au comportement des personnes publiques et des personnes privées et en servant aux juges de normes générales de référence. Faire de l'environnement une valeur à protéger, c'est lui reconnaître juridiquement une place au sein de la hiérarchie complexe des droits et principes fondamentaux qui va de la reconnaissance constitutionnelle aux principes simplement jurisprudentiels. L'intérêt général lié à la protection de l'environnement a été facilement admis. Il n'en a pas été de même pour un droit constitutionnel de l'environnement. Bien que les sources soient diverses, les études antérieures sur ces bases juridiques et les problèmes relevant de l'exploitation de l'environnement renseignent un constat amer sur la protection de l'environnement. C'est dans cette perspective que certains chercheurs ont abordé la question de la protection de l'environnement, dans divers horizons. Dans cette partie de l'étude, un éventail non exhaustif de leurs études antérieures est énuméré. Kiss ACH et Burrier JP pensent que la déclaration de Stockholm a une place centrale dans la révolution en matière environnementale. Elle est la première déclaration à poser le problème mondial de la protection de l'environnement et à proposer des méthodes pour l'assurer. Par la suite, les États ont pris de plus en plus en considération la protection de l'environnement dans le processus de création de normes internationales et de régulation. Lambert P.
affirme que la question de l'environnement n'est pas expressément envisagée par la Convention européenne de droits de l'homme. C'est en le rattachant au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile que la Cour a affirmé l'existence de ce droit. L'auteur conclut qu'il y a une atteinte des droits individuels à coloration environnementale. Par rapport notamment à l'article 8, la Cour se pose notamment la question de savoir si l'État peut être tenu pour responsable de l'éventuelle atteinte. Burrier J.P. note que le droit international de l'environnement a connu un développement rapide à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Au cours des 50 dernières années, des centaines de textes internationaux et communautaires ont vu le jour, aussi bien pour préserver les éléments de la biosphère sol, eau continentale, océan, atmosphère et biodiversité que pour résoudre les problèmes affectant plusieurs éléments, posés par les substances et déchets toxiques, les radiations et le transport de ces produits. Ces différentes sources sont à l'origine des nuisances et des pollutions transfrontières. Cet ouvrage a pour but la présentation et l'étude de l'importante somme de dispositions juridiques, cherchant à limiter les conséquences des activités humaines sur l'environnement. En définitive, il suggère que la coopération entre États s'impose conduisant à la réglementation de ces activités y compris des normes relatives à la responsabilité internationale et au commerce international, sans oublier le devoir de respecter l'environnement en temps de conflit armé. 1. PROBLEMATIQUE de la protection de l'environnement. L'environnement et la protection de l'environnement ne sont devenus que récemment un sujet de préoccupation de la communauté internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'économie et l'instauration d'une paix durable constituaient les priorités absolues. Cela incluait la garantie des droits civils et politiques ainsi que socio-économiques des droits de l'homme. Toutefois, en l'espace d'un demi-siècle, l'environnement est devenu une préoccupation majeure qui a également eu un impact sur le droit international. Bien que les principaux instruments relatifs aux droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Sainte numéro 5, ou Convention européenne des droits de l'homme de 1950, la Charte sociale européenne de 1961, Sainte numéro 35, les deux pactes internationaux de 1966, tous rédigés bien avant que surgisse la pleine conscience des questions environnementales, ne mentionnent pas l'environnement. Il est communément admis de nos jours que les droits de l'homme et l'environnement sont interdépendants. C'est en 1972 que la première conférence des Nations Unies sur l'environnement humain a mis en lumière les relations mutuelles entre le respect des droits de l'homme et la protection de l'environnement. En effet, le préambule de la Déclaration de Stockholm proclame que les deux éléments de environnement de l'homme, l'élément naturel et celui qu'il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même. Plus loin, le principe I de la Déclaration de Stockholm souligne que l'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. Au point même qu'il est suggéré que les droits environnementaux appartiennent à une troisième génération des droits de l'homme. En 1992, la conférence de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement, CNUED, s'est arrêtée sur les relations entre les droits de l'homme et l'environnement en termes de droits procéduraux. Le principe 10 de la déclaration adoptée lors de la conférence de Rio prévoyait ce qui suit. La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leur collectivité, et avoir la possibilité de participer au processus de prise de décision. Les États doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public, en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
Cependant, il n'existe actuellement aucun instrument global juridiquement contraignant pour la protection de l'environnement dans le monde. En attendant, divers documents de politique spécifiques ainsi que des instruments juridiquement contraignants ont été adoptés au niveau international et européen pour assurer la protection de l'environnement. En outre, le droit international ne bénéficie pas à l'heure actuelle d'un régime général de responsabilité environnementale de l'État. Toutefois, un régime général de responsabilité internationale de l'État existe. Ce régime est fondé sur la commission d'un fait illicite par l'État. Si l'État commet un tel fait, sa responsabilité internationale pourra être engagée. Ce régime de responsabilité internationale n'est pas approprié à la matière environnementale. Il a pour fondement l'illicéité. Or, l'illicéité est difficilement conciliable avec la nature des activités liées à l'environnement. De plus, la mise en œuvre de cette responsabilité est complexe et ne prend pas en considération les conditions de la responsabilité environnementale. Les limites de ce régime sont donc inhérentes à sa conception fondamentale. Pour pallier l'insuffisance de ce régime général de responsabilité internationale de l'État, les États ont développé dans le domaine de l'environnement des régimes particuliers ou spéciaux de responsabilité par voie conventionnelle. Ces régimes sont, d'une part, des régimes de responsabilité internationale de l'État et d'autre part, des régimes de responsabilité civile. Toutefois, ces derniers accordent un rôle important à l'État. La voie conventionnelle a également permis aux États de développer des techniques plus souples que la responsabilité internationale de l'État pour faits internationalement illicites, afin d'assouplir ou de contourner sa mise en œuvre. Ces régimes conventionnels ne sont pas sans poser de difficultés. Ils connaissent tous des limites. À la suite de Anouchka Didier, nous pensons que le droit international n'affiche pas de principes, critères ou méthodes déterminés pour encadrer la réparation du dommage écologique. En raison du peu de principes directifs élaborés, Alan Boyle affirme que there is significant scope for creative development by scholars, International Tribunal, and Klein Commission. Si les régimes traditionnels de responsabilité sont adéquats pour connaître des dommages dits traditionnels, et ont été utilisés à l'origine pour réparer les dommages écologiques purs, il semble qu'un nouveau régime soit nécessaire en raison des spécificités attachées à de tels dommages. Le développement de dispositions conduit à la création de responsabilités dites environnementales, qui se détachent du régime traditionnel de la responsabilité civile. C'est pourquoi les questions suivantes méritent d'être posées dans cette étude. Quel est le bien fondé de la responsabilité internationale des États? Comment joue la responsabilité environnementale? Quels sont les obstacles et solutions se rapportant à la responsabilité des États en matière de l'environnement? Cet ouvrage poursuit les objectifs suivants. Analyser les théories classiques de la responsabilité internationale de l'État en matière de l'environnement. Faire un état de lieu des problèmes environnementaux actuels. Analyser les faiblesses de la protection internationale de l'environnement. Proposer les solutions palliatives pour une protection internationale de l'environnement. Ce livre est divisé en 3 chapitres. Le premier porte sur le cadre théorique sur la responsabilité de l'État en droit international. Le deuxième est axé la responsabilité internationale de l'État en matière de protection de l'environnement, et le dernier analyse les obstacles et solutions pour une nouvelle perspective de la responsabilité de l'État en matière environnementale. Chapitre 1er. Cadre THEORIQUE de la RESPONSABILIE de l'État en droit international. Le fondement de la responsabilité de l'État en matière d'atteinte à l'environnement réside dans la violation par cet État de ses obligations internationales au titre des traités internationaux auxquels il a adhéré et de la coutume internationale. Ainsi, la mise en œuvre de cette responsabilité exige la réunion de 2 conditions cumulatives. L'acte ou l'omission doit être interdit selon les règles du droit international en vigueur et ensuite, il doit être imputable à un État ou ses démembrements. Mais avant d'examiner les éléments constitutifs de cette responsabilité internationale, il convient de déterminer la notion de fait internationalement illicite en droit international.
Ce premier chapitre aborde premièrement la définition des concepts, et en second lieu, il analyse les éléments déterminants de la responsabilité d'un État en droit international pour faits internationalement illicites. Section 1. Clarification des concepts. 1. La RESPONSABILITE. Le terme responsabilité renvoie dans son sens premier au postulat purement civiliste du terme. Ainsi, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.